Bonjour à tous, merci Michel, merci Julien. C'est une controverse assez soft. D'abord parce qu'il n'y a pas de raison de se disputer avec Antoine, et puis vous allez voir, les sujets sont assez variés. Donc je vous ai rappelé ici, montrer ce tableau que vous connaissez, hein, que l'on donne à nos étudiants, juste pour poser un petit peu le décor des acteurs. Et donc vous voyez ici clairement que la dobutamine qui se situe là, globalement, si vous faites plus et plus là dans un côté deux effets opposés, c'est un inotrope. Donc grossièrement, on va utiliser la dobutamine, on aura besoin lorsqu'on a besoin d'augmenter le débit cardiaque et éventuellement d'augmenter la fréquence cardiaque. Je vous invite aussi, parce que ça servira après, à regarder un petit peu les autres molécules qui ont ces effets, et notamment l'adrénaline qui est très inotrope, mais aussi la noradrénaline. Ça rentrera en compte un petit peu dans la discussion. Alors, vous savez comment marche la dobutamine, hein, clairement, c'est une catécholamine qui agit au niveau des récepteurs essentiellement bêta 1, au moins pour son action inotropique, qui va augmenter la MP cyclique intracellulaire avec un certain nombre d'actions. Et nous, on va surtout s'intéresser à la libération de calcium par les canaux calciques dépendants, qui va augmenter le calcium intracellulaire et faciliter l'interaction actine-myosine-troponine, ceci aboutissant à une inotropie augmentée et à une chronotropie augmentée. Il en manque une, c'est pas très grave. Alors, je vais commencer par ce qui vous paraît probablement le moins évident, mais ce qui m'intéresse le plus à l'heure actuelle, qui est le choc cardiogénique. Et là, c'est effectivement un sujet de controverse. Peut-on se passer de dobutamine dans le choc cardiogénique, qui est quand même la maladie de la pompe cardiaque? Le choc cardiogénique, vous en connaissez les caractéristiques classiques. C'est essentiellement un bas débit cardiaque, essentiellement par une baisse de la fonction cardiaque gauche-droite associée, avec une augmentation de la précharge. C'est un état de choc. Et comme tout état de choc, donc, il y a donc une pression artérielle basse qui est à la fois causée par la baisse du débit cardiaque, mais dont on sait maintenant, et je vais vous montrer un petit schéma après, qu'elle est aussi causée par un état que l'on appelle sepsis-like, donc un état de bas débit cardiaque avec parfois des résistances inadaptées et même parfois un état de vasoplégie. Vous connaissez probablement cette figure qui est tirée d'un travail de Judith Hochman que l'on voit partout. En noir, on va dire le concept classique du choc cardiogénique, bas débit, pression élevée, rétention hydrosodée, le tout s'aggravant pour entraîner la mort du patient. Et puis, ce que l'on voit bien maintenant, depuis l'ère de la reperfusion essentiellement, c'est cette colonne, cette partie à gauche, en rouge, l'activation de l'inflammation, la production de cytokines pro-inflammatoires et notamment la production de NO via du NO inductible, de peroxynitrite, de dérivés de l'oxygène, etc., entraînant un état de vasodilatation et de résistance systémique, disons, un petit peu inadaptée. Un tout petit coup d'œil sur les récepteurs de nouveau pour bien montrer qu'au niveau du cœur, effectivement, ce sont les récepteurs essentiellement bêta 1 et que vous voyez déjà des choses qu'on ne connaît pas. Je vais montrer, vous avez bien vu tout à l'heure que la DRE était un bon agent inotrope, mais que l'affinité au niveau myocardique des récepteurs bêta 1, la noradré a une efficacité, une affinité un petit peu augmentée. On regarde de nouveau ici sur ce tableau les comparaisons et vous regardez que la dobutamine augmente bien la contractilité, mais accompagné d'une augmentation de la fréquence cardiaque. Donc on peut penser qu'une partie de l'effet que l'on observera sur l'index cardiaque peut être liée à l'augmentation de la fréquence cardiaque, ce qui est aussi vrai avec l'adrénaline, qui est vraiment, on peut dire cette fois-ci, la molécule inotrope et chronotrope par excellence. Et quand vous regardez la noradré, parce que ça sera aussi un petit peu notre sujet de comparaison, avec la noradré augmente la contractilité de façon un petit peu plus modeste, mais en général sans augmentation de la fréquence cardiaque. Et si on considère par exemple ce que peut faire un agent en pratique clinique, voilà, une vieille expérimentation, ça c'est la chirurgie cardiaque, c'est la mesure de la force myocardique directement sur le myocarde humain durant une intervention de chirurgie cardiaque. Il perfuse de la noradré ou de l'adrénaline et on s'aperçoit que la pression artérielle monte, ce sont des enregistrements, donc effectivement l'échelle est un petit peu plus rapide, et puis on s'aperçoit que la force augmente de façon identique avec de l'adré ou de la noradrénaline. Donc les hypothèses que l'on peut se poser, c'est que la noradrénaline dans le choc cardiogénique pourrait augmenter le débit cardiaque sans augmenter la fréquence cardiaque, ce qui est intéressant, puisque ceci entraînerait un effet favorable sur l'énergétique myocardique. Deuxièmement, on l'a bien vu, c'est un contexte de sepsis-like, et la noradré dans ce contexte-là pourrait améliorer
le couplage ventriculo-artériel, c'est-à-dire la façon dont l'énergie qui est envoyée par le cœur va se distribuer dans les vaisseaux, et en gros essayer de faire que cœur et vaisseaux sont en parfaite harmonie pour perdre le moins d'énergie possible. Et puis, troisième hypothèse, on revient en pratique clinique, la noradré pourrait réanimer efficacement seule un choc cardiogénique à la phase initiale, c'est-à-dire en préhospitalier, au SAMU, aux urgences, en salle de coronographie, et peut-être qu'on peut s'amender de la fameuse association noradré-d'obus. Alors, est-ce que la noradrénaline est un agent inotrope? Je vous montre un travail que l'on a publié dans Choc l'année dernière, publié par Pierre Pérez, des infarctus du myocarde en choc, reperfusés, la plupart ont une contre-pulsion intra-aortique à cette époque-là. On compare deux niveaux de pression, 65 et 85 mm de mercure, donc il faut augmenter la noradré pour obtenir ces deux niveaux de pression. Et bien on s'aperçoit, que lorsqu'on augmente la noradré, la fréquence cardiaque ne bouge pas, mais que par contre l'index cardiaque augmente de façon significative, que la SVO2 augmente de façon significative, donc probablement pas d'effet délétère sur l'énergie énergétique intramyocardique, et que le cardiac power index est vraiment le meilleur facteur pronostic dans ces pathologies-là, augmente aussi. Et puis si on s'intéresse un tout petit peu à la périphérie, alors c'est la microcirculation, je ne rentrerai pas dans cette discussion que vous avez eue tout à l'heure, c'est du NIRS, donc c'est un paramètre dérivé. Au minimum, il n'y a pas d'effet délétère dans ce que l'on peut considérer comme délétère. Au maximum, c'est plutôt mieux. Vous voyez, hein, ça sont les pentes individuelles. C'est toujours intéressant parce que, comme l'a dit Aïe tout à l'heure, la réponse est parfois un petit peu hétérogène. La plupart du temps, lorsqu'on passe de 65 à 85 mm de mercure chez les patients en bas débit cardiaque à un choc cardiogénique, on est capable d'améliorer cette perfusion tissulaire, en tout cas cet indice de perfusion tissulaire. C'est donc du choc cardiogénique réanimé. On augmente l'index cardiaque, la performance myocardique sans dobutamine. Deuxième partie de cet exposé, on revient un petit peu vers l'animal. Ça, c'est un papier qui est en révision à l'heure actuelle. C'est un modèle animal de choc cardiogénique chez le cochon par ligature de l'interventriculaire antérieur. L'animal donc est mis en choc cardiogénique pendant 45 minutes par la ligature, puis reperfusé. Donc on mime un petit peu le modèle clinique, hein, ischémie, reperfusion, traitement du choc, et on compare l'effet de pas de traitement si quand même, parce que la reperfusion c'est bien le traitement essentiel du choc cardiogénique, à la noradrénaline qui est ici observée avec les carrés noirs. Donc vous voyez, les animaux vont bien, on leur ligature l'IVA puis on les reperfuse, ils passent en choc cardiogénique, on met la noradrénaline, on augmente de façon significative l'index cardiaque, excusez-moi, il manque une petite croix à la fin ici, on augmente de façon très significative la SO2, donc toujours des animaux qui ne sont traités que par noradrénaline seule, et puis on diminue l'hyperlactatémie qui avait été induite par le choc cardiogénique chez ces animaux-là. Et puis lorsqu'on regarde, donc ça c'était la validation du modèle pour vous montrer qu'effectivement la pression diminue bien et puis qu'on la remonte, vous noterez, c'est de la manipulation expérimentale, que la pression, on avait choisi ce modèle, on l'avait mise à la pression initiale, ce qu'on ne fait pas chez l'homme, hein, là on ne met pas des pressions moyennes à 90, malgré une pression artérielle moyenne relativement élevée, on a une amélioration sous noradré des paramètres hémodynamiques. On peut même penser que si on avait titré un petit peu moins la noradré, on aurait une efficacité un peu plus importante sur la performance myocardique. Et puis si on s'intéresse, en utilisant une sonde de Millar pour monitorer l'hémodynamique intracardiaque, un index de couplage ventriculo-artériel, donc un index un peu exotique entre guillemets, hein, qui est PRSW sur SVI, on s'aperçoit que le couplage entre le cœur et le vaisseau s'améliore. En gros, on augmente la pression. Chez des patients ou des animaux qui ont des bas débits cardiaques, on augmente le débit cardiaque, et l'augmentation du débit cardiaque est supérieure à celle des résistances, le couplage est donc amélioré. Donc, deuxième partie de la démonstration, on peut réanimer un choc cardiogénique avec de la noradré seule. Je serai honnête, on voit bien quand même, si on revient ici, que tout n'est pas parfait, parce que la SVO2 a augmenté mais ne revient pas à l'état de base, et que le lactate est amélioré mais ne revient pas non plus à l'état de base. Et qu'il est possible qu'un petit peu d'obutamine puisse finalement achever le bon travail de la noradrénaline, mais ça, Antoine nous en parlera probablement tout à l'heure. Et puis je vais un tout petit peu peut-être empiéter sur la partie dont je pense qui vous traitera aussi, mais je pense que c'était aussi intéressant de ne pas dire systématiquement et vous montrer les mêmes données.
Pourquoi on peut se passer de dobutamine dans le choc septique? Premièrement pour ça. Vous savez que lorsqu'on perfuse des catécholamines, c'est le cas dans l'insuffisance cardiaque, il y a de la désensibilisation. Donc pour la même dose, enfin pour obtenir le même effet, il faudrait augmenter les doses. Les récepteurs vont s'internaliser. Ça a été très bien montré dans ce travail. Des patients qui sont en sepsis sévère, donc qui n'ont pas d'hypotension, on leur met de la dobutamine, 0, 5 et 10 microgrammes kilo par minute, et l'on s'aperçoit que l'index cardiaque augmente, la réponse classique à la dobutamine. Si on prend la même typologie de patients, je ne pense pas que ce soit les mêmes qui soient après en choc septique, eh bien on s'aperçoit que pour les mêmes doses de dobutamine, l'amplitude de l'augmentation de l'index cardiaque n'est plus du tout la même, puisque cette fois-ci, la dobutamine augmente très peu l'index cardiaque. Et lorsqu'on regarde, si vous prenez la sommation des études sur la dobutamine en choc septique, les résultats sont aussi très hétérogènes. Il y a des endroits, à Bruxelles par exemple, la dobutamine augmente beaucoup l'index cardiaque. À Nancy, elle augmente plutôt moins l'index cardiaque. Les résultats sont ceux qui sont, c'est probablement lié à la façon dont les malades sont remplis, les malades sont réanimés, le timing, etc. Donc vous voyez, en tout cas dans le choc septique, clairement, la dobutamine augmente plus difficilement l'index cardiaque. Deuxièmement, on a des alternatives. Alors ça, c'est une alternative que pour le moment n'est pas très utilisée, hormis peut-être en Italie, hormis dans l'équipe d'Andrea Morelli, puisqu'il n'y a que lui pour le moment qui travaille là-dessus. Mais lorsque on compare de façon randomisée sur la cardiomyopathie septique, dont on peut discuter un peu les critères dans cette étude-là, et que l'on randomise lévosimendan versus dobutamine, et bien vous voyez ici, ce sont des paramètres uniquement écho. On peut prendre un paramètre très simple, qui est l'AFE, qui n'est pas le meilleur paramètre de fonction myocardique. Sous dobutamine, elle ne s'améliore pas. Sous lévosimendan, cette fraction d'éjection s'améliore. Donc on a des alternatives. Et pourquoi le lévosimendan était intéressant? Parce que le lévosimendan agit bien en aval des récepteurs bêta, puisque c'est un médicament qui favorise l'interaction du calcium et du complexe myosine-troponine, donc qui n'a pas besoin de l'action sur le récepteur, qui est donc totalement indépendant, si on veut, de la désensibilisation de ces récepteurs. C'est une possibilité thérapeutique que peu de gens expliquent. Et pourquoi on n'utilise pas la dobutamine? En tout cas, au moins, il faut regarder, elle n'est pas recommandée. Donc les bundles de la sepsis campagne, au minimum dans les 6 premières heures, elle n'est pas recommandée. J'ai bien cherché, mais je ne vois pas la dobutamine. Pourquoi? Parce que ce n'est pas le moment. C'est plutôt le moment de l'hypovolémie, de la resuscitation globale générale, et que dans les 6 premières heures, on va dire, on traite un certain nombre de choses, et qu'on a surtout besoin, et les études de Rivers nous l'avaient bien montré, d'expansion volémique plus que de dobutamine. Et puis après, est-ce qu'il y a une place pour la thérapeutique inotrope? Oui, c'est bien écrit. C'est bien écrit qu'on peut faire un essai de 2. C'est très intéressant de voir regarder parce que lorsqu'on utilise la dobu, on peut aussi transformer le titre. On a besoin de peu de dobutamine. On n'a pas souvent besoin de beaucoup, on peut avoir besoin de peu. Et souvent même 2 microgrammes par kilo par minute, ça marche bien. Et donc, en gros, pour traduire, c'est dit qu'il faut une cardiomyopathie septique symptomatique, avec des signes d'hypoperfusion, du lactate, une ASO2, ABC, etc. Et que là, on peut essayer la dobutamine. C'est un grade 1C, donc ce n'est pas un grade très, très élevé. Et puis, lorsqu'on regarde, ça, c'est des données personnelles d'un registre du service, on dit en utilisant du monitorage. Nous, on utilise la dobutamine chez 18% des patients. Pierre Assar m'a donné ces données sur Sepsispam. C'est pareil, c'est 18% des patients en choc septique dans une grande étude reçoivent de la dobutamine, ça veut dire que 82% n'en reçoivent pas. Et donc pour conclure, 2 champs, on va dire, d'action. Choc cardiogénique, je pense qu'il ne faut pas mettre de dobutamine avant la reperfusion, par exemple pour l'infarctus du myocarde, qu'on peut utiliser de la noradréssol parce que dans ce cas-là, qui est le cas le plus courant, eh ben, l'objectif principal, c'est que le patient arrive vivant sur une table de coronographie pour être dilaté, reperfusé, et que vraiment là, la dobutamine, notamment en prospédalis, c'est pas le temps. Que l'on peut se contenter de noradréssol avant l'exploration hémodynamique, quelle qu'elle soit, l'échocardiographie, la mesure du débit cardiaque, de la SO2, que lorsqu'on l'utilise, il faut bien faire un compromis entre la tachycardie et l'insuffisance cardiaque, et qu'une alternative peut-être d'augmenter la noradresse, ce que l'on est en train d'investiguer dans une autre étude clinique. Bon, le lévosimendan, c'est une alternative logique, pas encore très utilisée, qui donne tout de même d'excellents résultats, notamment chez les patients en assistance cardiaque, ce qui est un petit peu différent. Dans le choc septique, noradréssol pendant les 6 premières heures, oui, c'est ce qui est recommandé. Le reste, ce sont les recommandations, introduction à la dobu. Évidemment, lorsque vous êtes
sûr ou quasiment sûr qu'il n'y a pas d'hypovolémie, mais ça c'est très simple. Si vous avez l'hypovolémie, vous allez vite le voir. Le patient va passer de 90 à 150 de fréquence cardiaque et il va diminuer sa pression artérielle. C'est un très bon test d'hypovolémie, l'introduction de la dobutamine. Il faut que la pression soit aussi optimisée. Et puis des signes patents de défaillance ventriculaire gauche symptomatique, clinique et échocardiographique. Et le reste, c'est vraiment pour l'anecdote. Vous savez que en cas de dysfonction myocardique grave d'origine septique chez les patients qui sont éventuellement éligibles, le meilleur traitement est probablement de les assister le temps qu'ils récupèrent leur cœur pour après envisager d'autres thérapeutiques. Voilà. Je vous remercie de votre attention.